Chapitre 12. Tandis que Miss Linton errait tristement dans le parc et dans le jardin, toujours silencieuse et presque toujours en larmes, tandis que son frère s'enfermait avec des livres qu'il n'ouvrait jamais, tourmenté, je m'en doutais, de la vague et perpétuelle attente que Catherine, se repentant de sa conduite, viendrait de son plein gré demander pardon et chercher une réconciliation. Tandis que Catherine, de son côté, s'obstinait à jeûner, probablement dans l'idée qu'à chaque repas, Edgar allait suffoquer en ne la voyant pas paraître, et que l'orgueil seul le retenait de courir se jeter à ses pieds. Je continuais, quant à moi, à vaquer aux devoirs du ménage, convaincu que la Grange ne contenait dans ses murs qu'un esprit sensé, et que cet esprit était logé dans mon corps. Je ne prodiguai ni condoléances à Miss, ni remontrances à ma maîtresse. Je ne prêtai guère plus d'attention aux soupirs de mon maître, qui brûlait du désir d'entendre parler de sa femme, puisqu'il n'en pouvait entendre la voix. Je résolus de les laisser se tirer d'affaire comme il leur plairait. Bien que ce fût un procédé d'une lenteur fastidieuse, je finis par apercevoir avec joie une lueur de succès. Je le crus, du moins d'abord. Le 3e jour, Mrs. Linton déverrouilla sa porte et, comme elle avait épuisé l'eau de sa cruche et de sa carafe, elle en demanda d'autres ainsi qu'un bol de gruau, car elle se jugeait mourante. Je considérais ces propos comme destinés aux oreilles d'Edgar. Je n'en croyais pas un mot, de sorte que je les gardai pour moi et lui apportai un peu de thé et de pain grillé. Elle mangea et but avec avidité, puis retomba sur son oreiller, les poings serrés, et en gémissant. « Ah, je veux mourir !» s'écria-t-elle, « puisque personne ne s'intéresse à moi. Je regrette d'avoir pris cela. » Un bon moment après, je l'entendis murmurer. « Non, je ne veux pas mourir. Il en serait heureux. Il ne m'aime pas du tout. Je ne lui manquerai pas. »« Désirez-vous quelque chose, madame ?» demandai-je, conservant toujours mon calme apparent, en dépit de son aspect de spectre et de l'étrange exagération de ses manières. « Que fait cet être apathique ?» demanda-t-elle en repoussant de son visage épuisé les épaisses boucles emmêlées. « Est-il tombé en léthargie ou est-il mort ?»« Ni l'un ni l'autre, » répliquai-je, « si c'est de Mr. Linton que vous voulez parler. Il se porte assez bien, je pense, encore que ses études l'occupent plus qu'il ne faudrait. Il est continuellement au milieu de ses livres, depuis qu'il n'a plus d'autre société. » Je n'aurais pas parlé de la sorte si j'avais connu son véritable état, mais je ne pouvais me défaire de l'idée que sa maladie était en partie jouée. « Au milieu de ses livres ?» s'écria-t-elle stupéfaite. « Et moi qui suis mourante, moi qui suis au bord de la tombe. Mon Dieu, c'est-il comme je suis changée ?» continua-t-elle en regardant son image dans une glace, suspendue au mur en face d'elle. « Est-ce la Catherine Linton ? Il s'imagine que j'ai un accès de dépit, que je joue la comédie peut-être. Ne pouvez-vous lui faire savoir que c'est terriblement sérieux ? Nelly, s'il n'est pas trop tard, dès que je saurai ce qu'il pense, je choisirai entre ces deux parties. Ou bien me laisser mourir sur le champ, ce ne serait pour lui une punition que s'il avait un cœur. Ou bien guérir et quitter le pays. Me dites-vous la vérité à son sujet ? Faites attention. Est-il exact que ma vie lui soit si complètement indifférente ? Vraiment, madame,
répondis-je. Mon maître n'a aucune idée de votre état mental, et certainement, il ne craint pas que vous laissiez mourir de faim. Vous ne croyez pas? Ne pouvez-vous lui dire que je le ferai? Persuadez-le. Donnez-lui votre avis personnel. Dites que vous êtes certaine que je le ferai. Non, vous oubliez, Mrs. Linton, que vous avez pris ce soir quelque nourriture avec goût, et vous en ressentirez demain les bons effets. Si seulement j'étais sûre que cela le tuerait, interrompit-elle. Je me tuerais à l'instant. Ces 3 nuits affreuses, je n'ai pas fermé les paupières et... Oh, j'ai été torturée. J'ai été obsédée, Nelly. Mais je commence à croire que vous ne m'aimez pas. Comme c'est étrange. Bien que tous se détestent et se méprisent l'un l'autre, je pensais qu'ils ne pouvaient s'empêcher de m'aimer. Et en quelques heures, tous sont devenus mes ennemis. Ils le sont devenus, j'en suis certaine, ces gens d'ici. Comme il est terrible d'affronter la mort, entouré de ces visages de glace. Isabelle, pleine de terreur et de répulsion, effrayée d'entrer dans la chambre. Ce serait si affreux de voir mourir Catherine. Et Edgar, grave, debout à mon côté pour contempler ma faim, puis offrant à Dieu des actions de grâce pour la paix restaurée à son foyer et retournant à ses livres. Au nom de tout ce qui a une âme, qu'a-t-il à faire de livres quand je suis en train de mourir? L'idée de la résignation philosophique de Mr. Linton, que je lui avais mise dans la tête, lui était insupportable. Elle s'agita tellement que son égarement fébrile devint de la folie et qu'elle se mit à déchirer l'oreiller avec ses dents. Puis, se dressant toute brûlante, elle voulut que j'ouvrisse la fenêtre. Nous étions au cœur de l'hiver. Le vent soufflait avec force du nord-est, et je m'y opposai. Les expressions fugitives de son visage et ses sautes d'humeur commençaient à m'alarmer terriblement et me remettaient en mémoire sa première maladie et les recommandations qu'avait faites le docteur d'éviter de la contrarier. 1 minute auparavant, elle était dans un état violent. Maintenant, appuyée sur un bras, et ne paraissant pas prendre garde à mon refus de lui obéir, elle semblait trouver une distraction puérile à arracher les plumes par les déchirures qu'elle venait de faire à son oreiller, et à les ranger sur son drap, suivant leurs différentes espèces. Ses idées avaient pris un autre cours. « Celle-ci est une plume de dindon, » murmurait-elle en se parlant à soi-même. « Celle-ci de canard sauvage, et celle-ci de pigeon. Ah, ils mettent des plumes de pigeon dans les oreillers. Il n'est pas étonnant que je n'ai pu mourir. Il faut que j'aie soin de le jeter à terre quand je me recoucherai. Et en voilà une de coq de bruyère. Mais celle-là, je la reconnaîtrai entre 1000. C'est une plume de vanneau huppé. Joli oiseau. Il tourne au-dessus de nos têtes, au milieu de la lande. Il voulait regagner son nid, car les nuages arrivaient sur les hauteurs et il sentait venir la pluie. Cette plume a été ramassée sur la bruyère. L'oiseau n'a pas été abattu. Nous avons vu son nid en hiver, plein de petits squelettes. Heathcliff y a mis un piège et les vieux n'osent plus y venir. Je lui ai fait promettre après cela de ne plus jamais tuer un vanneau. Et il ne l'a plus fait. Mais en voilà d'autres. A-t-il tué mes vanneaux, Nelly? Y en a-t-il de rouges parmi eux? Laissez-moi voir. Quittez cette occupation puérile, interrompis-je. Je lui retirai l'oreiller et tournai les trous du côté du matelas, car elle était en train d'enlever l'intérieur à poignée.
Couchez-vous et fermez les yeux. Vous délirez. En voilà un gâchis. Le duvet vole partout comme de la neige. Je le ramassai de tous côtés. Je vois en vous, Nelly, Continua-t-elle, comme dans un rêve. une femme âgée. Vous avez les cheveux gris et les épaules courbées. Ce lit est la grotte des fées sous le rocher de Pennystown. Vous ramassez en ce moment leurs flèches pour en percer nos génisses. Et vous prétendez, quand je suis près de vous, que ce ne sont que des flocons de laine. Voilà où vous en serez dans 50 ans d'ici. Je sais que vous n'êtes pas ainsi maintenant. Je ne délire pas, vous vous trompez, car autrement je croirais que vous êtes réellement cette sorcière décharnée, et je penserais que je suis sous le rocher de Pennystown. Or, j'ai conscience qu'il fait nuit, et qu'il y a sur la table 2 bougies qui font reluire comme du jet l'armoire noire. L'armoire noire? Où est-elle? Vous parlez en dormant. Elle est contre le mur, là où elle est toujours. Elle a un aspect étrange. J'y vois une figure. Il n'y a pas d'armoire dans la chambre, et il n'y en a jamais eu. Je me rassis et relevai le rideau du lit, de façon à pouvoir la surveiller. Ne voyez-vous pas cette figure, vous? Demanda-t-elle en regardant attentivement dans la glace. J'eus beau dire, je n'arrivais pas à lui faire comprendre que c'était la sienne. Je finis par me lever et couvris la glace avec un châle. Elle est toujours là derrière, poursuivit-elle avec anxiété. Elle a bougé. Qui est-ce? J'espère qu'elle ne va pas sortir quand vous serez partis. Ah, Nelly, la chambre est hantée. J'ai peur de rester seule. Je lui pris la main et la priai de se calmer, car une série de tressaillements la secouait convulsivement, et elle ne voulait pas détourner de la glace son regard fixe. Il n'y a personne ici, Insistai-je. C'était vous-même, Mrs. Linton. Vous le saviez bien il y a un instant. Moi-même, dit-elle en soupirant. Et voilà minuit qui sonne. C'est vrai alors. C'est effrayant. Ses doigts s'accrochèrent aux draps et les ramenèrent sur ses yeux. J'essayai de me glisser vers la porte avec l'intention d'appeler son mari, mais je fus rappelé par un cri perçant. Le châle était tombé du cadre. Eh bien, qu'y a-t-il? Criai-je. Qui est poltronne maintenant? Éveillez-vous, c'est la glace. Le miroir, Mrs. Linton. Vous vous y voyez, et j'y suis aussi à côté de vous. Tremblante et égarée, elle se cramponnait à moi. Mais l'horreur disparut peu à peu de son visage. Sa pâleur fit place à une rougeur de honte. « Ah, mon Dieu, je croyais que j'étais vous, soupira-t-elle. Je croyais que j'étais couchée dans ma chambre à Hurlevent. Je suis faible. C'est pour cela que mon cerveau s'est troublé et que j'ai poussé des cris sans m'en douter. Ne dites rien, mais restez avec moi. J'ai peur de m'endormir. Mes rêves m'épouvantent. Un bon somme vous ferait du bien, madame. Et j'espère que les souffrances que vous ressentez en ce moment vous empêcheront de recommencer à essayer de vous laisser mourir de faim. Ah, si seulement j'étais dans mon lit dans la vieille maison, continua-t-elle avec amertume en se tordant les mains. Et ce vent qui souffle dans les sapins près de la fenêtre, laissez-moi le sentir. Il descend tout droit de la lande. Laissez-moi en recueillir un souffle. Pour la calmer, j'entr'ouvris la fenêtre pendant quelques secondes.
une bouffée glaciale fit irruption. Je refermai et retournai à mon poste. Elle était couchée et tranquille à présent, le visage baigné de larmes. L'épuisement physique avait complètement apaisé son ardeur. Notre fougueuse Catherine n'était plus qu'un enfant gémissant. « Combien de temps y a-t-il que je me suis enfermée ici ?» demanda-t-elle en revenant tout à coup à soi. « C'était lundi soir, répondis-je, et nous sommes à jeudi soir, ou plutôt vendredi matin à présent. » « Quoi ? De la même semaine ? Pas plus longtemps que cela ? » ?»« C'est encore assez longtemps, quand on ne vit que d'eau froide et de mauvaise humeur, observai-je. »« Eh bien, il me semble qu'il y a un nombre d'heures infini, murmura-t-elle d'un air de doute. Il doit y avoir plus longtemps. Je me rappelle que j'étais dans le petit salon après leur querelle, qu'Edgar m'a cruellement irritée et que je me suis enfuie désespérée dans cette chambre. Dès que j'eus verrouillé la porte, l'obscurité complète m'accabla et je tombai sur le plancher. Je n'avais pas pu expliquer à Edgar que j'étais bien certaine d'avoir une attaque ou de devenir folle furieuse s'il persistait à m'agacer. Je n'avais plus d'action sur ma langue, ni sur mon cerveau, et peut-être ne se doutait-il pas de mon agonie. Il me restait à peine assez de sentiments pour essayer de lui échapper, à lui et à sa voix. Avant que je fusse suffisamment remise pour voir et pour entendre, le jour commença de poindre et... Nelly, je vais vous dire ce que je pensais et ce qui m'obsédait sans relâche, au point que je craignais pour ma raison. Tandis que j'étais étendue là, la tête contre ce pied de table, mes yeux discernant vaguement le carré gris de la fenêtre, je pensais que j'étais chez moi, enfermée dans le lit aux panneaux de chêne. Mon cœur souffrait de quelques grands chagrins que je n'ai pu me rappeler en me réveillant. Je réfléchis et m'épuisai à découvrir ce que ce pouvait être. Chose surprenante, les 7 dernières années de ma vie étaient effacées de mon esprit. Je ne me souvenais pas qu'elles eussent seulement existé. J'étais enfant, mon père venait d'être enterré, et mon chagrin provenait de la séparation ordonnée par Hindley entre Heathcliff et moi. Pour la première fois, j'étais seule. Et, sortant d'un pénible assoupissement après une nuit de larmes, je levai la main pour écarter les panneaux. Ma main frappa le dessus de cette table. Je la passai sur le tapis. Et alors la mémoire me revint tout d'un coup. Mon angoisse récente fut noyée dans un paroxysme de désespoir. Je ne saurais dire pourquoi je me sentais si profondément misérable. J'ai dû être prise d'une folie passagère, car je ne vois guère de raison. Mais supposez qu'à 12 ans j'ai été arrachée des hauts, de mes liens d'enfance et de ce qui était tout pour moi, comme Heathcliff l'était alors, pour être transformée subitement en Mrs. Linton, la maîtresse de Thrushcross Grange et la femme d'un étranger, proscrite, exilée par conséquent de ce qui avait été mon univers. Vous pouvez vous faire une idée de l'abîme où j'étais plongée. Vous aurez beau secouer la tête, Nelly. Vous avez aidé à me déranger la cervelle. Vous auriez dû parler à Edgar, certainement. Vous l'auriez dû, et l'obliger de me laisser tranquille. Oh, je suis brûlante. Je voudrais être dehors. Je voudrais me retrouver petite fille, à demi sauvage, intrépide et libre, riant des injures au lieu de m'en affoler. Pourquoi suis-je si changée ? Pourquoi
Quelques mots font-ils bouillonner mon sang avec une violence infernale. Je suis sûre que je redeviendrais moi-même si je me retrouvais dans la bruyère sur ces collines. Rouvrez la fenêtre toute grande. Laissez-la ouverte. Vite, pourquoi ne bougez-vous pas? Parce que je ne veux pas vous faire périr de froid. Dites plutôt que vous ne voulez pas me donner une chance de vivre, reprit-elle d'un air morne. Mais, après tout, je ne suis pas encore impotente. Je l'ouvrirai moi-même. Et, se glissant hors de son lit, avant que je pusse l'en empêcher, elle traversa la chambre à pas très incertains, rejeta en arrière les battants de la fenêtre, et se pencha dehors, sans souci de l'air glacial qui tombait sur ses épaules comme une lame de couteau. Je la suppliai de se retirer et, à la fin, j'essayai de l'y contraindre. Mais je reconnus bientôt que la force que lui donnait le délire surpassait de beaucoup la mienne. Elle avait le délire, je m'en convainquis par la suite de ses actes et de ses divagations. Il n'y avait pas de lune, et en bas, tout était plongé dans une brume obscure. Pas une lumière ne brillait dans une maison, près ou loin. Toutes étaient éteintes depuis longtemps, et celle de Hurlevent n'était jamais visible. Pourtant, elle affirmait qu'elle en apercevait les lueurs. « Regardez !» s'écria-t-elle vivement. « Voilà ma chambre, avec une chandelle dedans, l'arbre qui se balance devant, et une autre chandelle dans la mansarde de Joseph. Joseph veille tard, n'est-ce pas? Il attend que je rentre pour pouvoir fermer la barrière. Bon, il attendra encore un peu. C'est un voyage pénible, et j'ai le cœur bien triste pour l'entreprendre. Puis, il faut passer par le cimetière de Guimerton dans le trajet. Nous avons souvent bravé ensemble ces revenants, et nous nous sommes défiés l'un l'autre de rester au milieu des tombes et de les sommer d'apparaître. Mais, Heathcliff, si je vous en défie maintenant, vous y hasarderez-vous? Si vous l'osez, je vous garderai avec moi. Je ne veux pas reposer là toute seule. On peut m'enterrer à 12 pieds de profondeur et abattre l'église sur moi. Je n'aurai pas de repos que vous ne soyez avec moi. Non, jamais. Elle s'arrêta, puis reprit avec un étrange sourire. Il réfléchit. Il préférerait de me voir venir à lui. Trouvez le moyen alors. Pas par le cimetière. Que vous êtes lent. Soyez content. Vous m'avez toujours suivi. Comprenant qu'il était vain de lutter contre son insanité, je cherchais comment je pourrais atteindre quelque chose pour l'envelopper, sans la lâcher car je ne pouvais la laisser seule près de la fenêtre ouverte. Quand, à ma consternation, j'entendis tourner la poignée de la porte et Mr. Linton entra. Il venait de quitter la bibliothèque en passant par le couloir. Il avait entendu le bruit de nos voix et la curiosité, la crainte peut-être, l'avait incité à venir voir ce que cela signifiait à cette heure tardive. « Oh, monsieur !» m'écriai-je en arrêtant l'exclamation qui montait à ses lèvres devant le spectacle qui s'offrait à lui et au contact de l'atmosphère glaciale de la chambre. « Ma pauvre maîtresse est malade et elle m'échappe complètement. Je ne puis en venir à bout. Je vous en prie, venez la persuader de se remettre au lit. Oubliez votre colère, car il est difficile de lui faire autre chose que ce qu'elle veut. »« Catherine, malade, dit-il en se précipitant vers nous. Fermez la fenêtre, Hélène. Catherine, pourquoi? Il s'arrêta. L'air hagard de Mrs. Linton le frappa de mutisme, et il ne put que nous regarder tour à tour, avec horreur et stupéfaction.
Elle est restée ici à s'agiter, repris-je. ne mangeant presque rien, et sans jamais se plaindre. Elle n'a voulu laisser entrer personne jusqu'à ce soir. Et c'est ainsi que nous n'avons pas pu vous informer de son état, puisque nous ne le connaissions pas nous-mêmes. Mais ce n'est rien. Je sentis que je donnais mes explications avec gaucherie. Le maître fronça le sourcil. Ce n'est rien, n'est-ce pas, Hélène Dean, dit-il d'un ton sévère. Il faudra que vous me rendiez compte plus clairement de l'ignorance où vous m'avez tenu de ceci. Il prit sa femme dans ses bras et la considéra avec angoisse. D'abord, il ne parut pas le reconnaître. Il était invisible à ses yeux égarés. Son délire, cependant, n'était pas fixé sur un objet unique. S'étant arrachée à la contemplation de l'obscurité du dehors, elle concentra graduellement son attention sur Edgar et découvrit que c'était lui qui la tenait. « Ah, vous voici donc, n'est-ce pas, Edgar Linton ?» dit-elle avec une animation courroucée. « Vous êtes un de ces êtres qu'on trouve toujours quand on en a le moins besoin, et qu'on ne trouve jamais quand on en a besoin. Je suppose que nous allons avoir un déluge de lamentations maintenant. Je le vois venir. Mais rien ne pourra m'éloigner de mon étroite demeure de là-bas, mon lieu de repos, où je parviendrai avant que où je parviendrai avant que le printemps soit passé. C'est là qu'il se trouve. Non pas avec les Linton, vous entendez, sous le toit de la chapelle, mais en plein air, avec une pierre tombale. Et vous verrez s'il vous plaît d'aller les rejoindre, ou de venir avec moi. Catherine, qu'avez-vous fait? Ok, je refais. Catherine, qu'avez-vous fait? Commença le maître. Ne suis-je plus rien pour vous? Est-ce que vous aimez ce misérable... Taisez-vous, s'écria Mrs. Linton. Taisez-vous à l'instant. Prononcez ce nom, et je termine tout sur-le-champ en me jetant par la fenêtre. Vous pouvez être maître de ce que vous touchez en ce moment, mais mon âme sera au sommet de cette colline avant que vous portiez la main sur moi une autre fois. Je n'ai pas besoin de vous, Edgar. Je n'ai plus besoin de vous. Retournez à vos livres. Je suis heureuse que vous ayez une consolation, car tout ce que vous possédiez en moi a disparu. Son esprit divague, monsieur, interrompis-je. Elle a passé toute la soirée à dire des folies. Mais laissez-la se reposer. Avec des soins convenables, elle se remettra. Désormais, nous devrons faire attention avant de la contrarier. Je n'ai que faire de vos conseils, répondit Mr. Linton. Vous connaissez la nature de votre maîtresse, et vous m'avez encouragé à l'exaspérer, et ne pas m'avoir laissé soupçonner l'état où elle se trouvait depuis 3 jours. Quel manque de cœur! Des mois de maladie ne pourraient produire un tel changement. Je commençai à me défendre, jugeant trop dur d'être blâmé pour l'entêtement pervers d'une autre. Je savais que la nature de Mrs. Linton était obstinée et impérieuse, m'écriai-je. Mais je ne savais pas que vous vouliez encourager son caractère violent. Je ne savais pas que, pour lui faire plaisir, je devais fermer les yeux quand Mr. Heathcliff venait. J'ai rempli le devoir d'une fidèle servante en vous avertissant. Et voilà ce qu'une fidèle servante reçoit comme gage. Soit, cela m'apprendra à me méfier la prochaine fois. La prochaine fois,
Vous pourrez vous procurer vos informations vous-même. La prochaine fois que vous me ferez des comptes, vous quitterez mon service, Hélène Dean. Vous préféreriez n'en rien savoir, sans doute, Mr. Linton. Vous autorisez Heathcliff à venir faire la cour à Miss et à profiter de chaque occasion que peuvent offrir vos absences pour empoisonner contre vous l'esprit de ma maîtresse. Si troublée que fût Catherine, sa pensée était assez alerte pour saisir notre conversation. « Ah, Nelly m'a trahi !» s'écria-t-elle avec passion. « Nelly est mon ennemie cachée, sorcière que vous êtes. Ainsi vous cherchez des flèches de fée pour nous blesser. Lâchez-moi, je vais l'en faire repentir. Je lui ferai hurler sa rétractation. » Une rage de folle brillait dans ses yeux. Elle se débattait désespérément pour se dégager des bras de Linton. Je n'avais pas envie d'attendre la suite et, me décidant à aller chercher l'aide d'un médecin sous ma propre responsabilité, je quittai la chambre. En passant dans le jardin pour gagner la route, à un endroit où un crochet d'attache était fixé au mur, je vis quelque chose de blanc qui s'agitait d'une façon irrégulière, évidemment sous une influence autre que celle du vent. Malgré ma hâte, je m'arrêtai pour examiner ce que c'était afin de ne pas laisser par la suite se former dans mon imagination la conviction que j'avais passé à côté d'une créature de l'autre monde. Grandes furent ma surprise et ma perplexité en découvrant, au toucher plus qu'à la vue, la chienne épagnole de Miss Isabelle, Fanny, suspendue par un mouchoir et sur le point d'étouffer. Je rendis bien vite la liberté à la pauvre bête et la déposai dans le jardin. Je l'avais vue suivre en haut sa maîtresse, quand celle-ci était allée se coucher. Je me demandais comment elle pouvait être ressortie et se trouver là, et quelle était la personne mal intentionnée qui lui avait infligé ce traitement. Tandis que je défaisais le nœud qui entourait le crochet, il me sembla entendre à plusieurs reprises le bruit des sabots d'un cheval galopant à quelque distance. Mais j'avais tant de sujets de réflexion qu'à peine accordai-je une pensée à cet incident, encore qu'en cet endroit, à 2 heures du matin, le son fut étrange. Mr. Kenneth, par bonheur, sortait précisément de chez lui pour aller voir un malade dans le village quand j'arrivai dans la rue. Le rapport que je lui fis de la maladie de Catherine le décida à revenir avec moi sur le champ. C'était un homme franc et rude. Il ne fit pas scrupule d'exprimer ses doutes de la voir survivre à cette seconde attaque, si elle ne se montrait pas plus docile à ses instructions qu'elle ne l'avait été jusqu'à présent. « Nelly Dean, dit-il, je ne puis m'empêcher de penser qu'il y a là une cause qui m'échappe. Que s'est-il passé à la grange? De singulières rumeurs ont couru par ici. Une fille forte et courageuse comme Catherine ne tombe pas malade à propos de rien. Non, cela n'arrive pas à des personnes comme elle. Il faut quelque chose de sérieux pour déterminer, dans ces organisations-là, des fièvres ou d'autres manifestations semblables. Comment cela a-t-il commencé? Le maître vous mettra au courant. Mais vous connaissez le tempérament violent des Earnshaw, et Mrs. Linton le possède au plus haut point. Ce que je puis dire, c'est que cela a débuté par une querelle. Elle a été frappée d'une sorte d'attaque au cours d'un accès de colère. C'est ce qu'elle raconte du moins, car elle s'est enfuie au plus fort de cet accès et s'est enfermée. Ensuite,
Elle a refusé de manger et maintenant, elle est alternativement dans le délire ou dans un demi-rêve. Elle reconnaît les gens qui l'entourent, mais elle a l'esprit plein d'idées étranges et d'illusions. Mr. Linton va être bien affecté, observa Kenneth sur un ton interrogateur. Affecté, son cœur se briserait s'il arrivait quelque chose. Ne l'alarmez pas plus qu'il n'est nécessaire. Bon, je lui avais dit de prendre garde. Il a négligé mes avertissements. Il faut bien qu'il en subisse les conséquences. N'a-t-il pas été intime avec Mr. Heathcliff depuis quelque temps? Heathcliff fait de fréquentes visites à la Grange, mais bien plutôt en s'autorisant à de ce que la maîtresse l'a connu lorsqu'il était enfant, qu'à cause du goût que pourrait avoir le maître pour sa société. À présent, il est dispensé de prendre la peine de venir, en raison de certaines aspirations présomptueuses qu'il a manifestées à l'égard de Miss Linton. Je ne crois guère qu'on le reçoive encore. Et Miss Linton lui a-t-elle tourné le dos? Questionna encore le docteur. Je ne suis pas dans sa confidence, Répliquai-je, peu désireuse de continuer sur ce terrain. Non, c'est une personne renfermée, remarqua-t-il en secouant la tête. Elle ne prend conseil que d'elle-même. Mais c'est une vraie petite écervelée. Je tiens de bonnes sources que la nuit dernière, et c'était une jolie nuit, Heathcliff et elle se sont promenés dans la plantation derrière votre maison pendant plus de 2 heures. Il l'a pressée de ne pas rentrer, mais de monter sur son cheval et de s'enfuir avec lui. Mon informateur rapporte qu'elle n'a pu se débarrasser de lui qu'en s'engageant sur l'honneur à être prête lors de leur prochaine rencontre. Quand doit avoir lieu cette rencontre? C'est ce qu'on a pu entendre. Mais engagez vivement Mr. Linton à ouvrir un œil. Ces nouvelles me fournissaient un autre sujet d'alarme. Je devançai Kenneth et courus pendant la plus grande partie de mon trajet de retour. La petite chienne aboyait toujours dans le jardin. Je perdis 1 minute pour lui ouvrir la barrière, mais au lieu de se diriger vers la porte de la maison, elle se mit à courir çà et là, reniflant l'herbe, et elle se serait échappée sur la route si je ne l'eusse saisie et emportée avec moi. Quand je fus montée dans la chambre d'Isabelle, mes soupçons se confirmèrent. Elle était vide. Si j'étais venue quelques heures plus tôt, la nouvelle de la maladie de Mrs. Linton aurait pu prévenir sa démarche à considérer. Mais que faire maintenant? Il n'y avait possibilité de les rattraper qu'en se mettant sur le champ à leur poursuite. Ce n'est pas moi, pourtant, qui pouvais courir après eux, et je n'osais pas réveiller et mettre en émoi toute la maison. Bien moins encore, révéler cette fuite à mon maître, absorbé qu'il était dans son présent malheur et sans courage de reste pour ce nouveau chagrin. Je ne vis rien d'autre à faire que de me taire et de laisser les choses suivre leur cours. Kenneth étant arrivé, j'allais l'annoncer avec une contenance mal assurée. Catherine dormait d'un sommeil troublé. Son mari avait réussi à apaiser son accès de frénésie. Il était penché sur l'oreiller, épiant toutes les nuances et tous les changements de la pénible expression de ses traits. Le docteur, après avoir examiné le cas, lui exprima l'espoir qu'une issue favorable, si nous pouvions maintenir autour d'elle un calme parfait et constant. À moi, il révéla que le danger qui menaçait n'était pas tant la mort que l'aliénation mentale permanente. Je ne fermai pas l'œil cette nuit-là, non plus que Mr. Linton. Nous ne nous couchâmes même pas.
Longtemps avant l'heure habituelle, les domestiques étaient tous levés, circulant dans la maison d'un pas furtif et échangeant leurs réflexions à voix basse quand ils se rencontraient l'un l'autre au cours de leurs travaux. Tout le monde était en mouvement, sauf Miss Isabelle. On remarqua bientôt qu'elle avait le sommeil bien profond. Son frère, également, demanda si elle était levée. Il paraissait impatient de la voir apparaître et blessé qu'elle se montrât si peu inquiète de sa belle-sœur. Je tremblais qu'il ne m'envoyât la chercher, mais j'échappais à la peine d'être la première à annoncer sa fuite. Une des servantes, fille étourdie, qui avait été faite une course matinale à Gimmerton, arriva en haut de l'escalier, hors d'haleine, bouche bée, et se précipitant dans la chambre en s'écriant « Oh mon Dieu, que va-t-il arriver encore, maître, notre jeune demoiselle ?» « Pas tant de vacarme !» criai-je vivement, furieuse de sa bruyante démonstration. « Parlez plus bas, Marie. Qu'y a-t-il » dit Mr. Linton. « Qu'est-il arrivé à votre jeune demoiselle ?»« Elle est partie. Ce Heathcliff s'est enfui avec elle, » dit la fille en haletant. « Ce n'est pas vrai !» s'écria Linton en se levant avec agitation. « C'est impossible. Comment cette idée vous est-elle entrée dans la tête? Elendine, allez la chercher. C'est incroyable. C'est impossible. » Tout en parlant, il conduisait la servante vers la porte, puis il lui demanda de nouveau de lui faire savoir les raisons d'une telle assertion. « Eh bien, j'ai rencontré sur la route un garçon qui vient chercher du lait ici, » balbutia-t-elle. « Et il m'a demandé si nous n'étions pas dans l'inquiétude à la Grange. Je pensais qu'il voulait parler de la maladie de madame, et je répondis que si. Alors il me dit, on s'est mis à leur poursuite, je pense. Je le regardai avec surprise. Il vit que je ne savais rien, et il me raconta comment un monsieur et une dame s'étaient arrêtés chez un forgeron pour faire remettre un fer à un cheval, à 2 miles de Gimmerton, peu après minuit, et comment la fille du forgeron s'était levée pour voir qui c'était. Elle les avait reconnus aussitôt tous les deux. Elle vit l'homme. C'était Heathcliff, elle en était certaine. Personne ne peut le confondre avec un autre, du reste. Mettre en paiement un souverain dans la main de son père. La dame avait son manteau sur la figure, mais elle demanda une gorgée d'eau et, pendant qu'elle buvait, le manteau retomba et laissa voir très discrètement ses traits. Heathcliff tenait les rênes des 2 montures quand ils partirent. Ils tournèrent le dos au village et s'éloignèrent aussi vite que le mauvais état des routes le leur permettait. La jeune fille ne dit rien à son père. Mais elle a raconté l'histoire dans tout Gimmerton ce matin. Pour la forme, je courus à la chambre d'Isabelle et y jetai un coup d'œil. En revenant, je confirmai les dires de la servante. Mr. Linton avait repris sa place près du lit. À ma rentrée, il leva les yeux, comprit la signification de mon air désolé, les baissa de nouveau sans donner un ordre, ni prononcer un mot. « Allons-nous essayer quelque chose pour la rattraper et la ramener ?» demandai-je. « Que pourrions-nous faire ?» « Elle est partie de son plein gré, » répondit le maître. « Elle avait le droit de partir, si bon lui semblait. Ne m'importunez plus à son sujet. Elle n'est plus ma sœur que de nom désormais. Non que je la désavoue, mais parce qu'elle m'a désavoué. » Ce fut tout ce qu'il dit à ce propos. Il ne se livra par la suite à aucune investigation et ne fit aucune allusion à elle, sauf pour m'enjoindre d'envoyer ce qui lui appartenait dans la maison à sa nouvelle demeure, où qu'elle fût, dès que je la connaîtrais.
Fin du chapitre 12. Chapitre 13. Les fugitifs restèrent absents 2 mois. Durant ces 2 mois, Mrs. Linton traversa la crise la plus dangereuse de ce qu'on appelait une fièvre cérébrale, et en triompha. Jamais mère n'eût pu entourer son enfant unique de soins plus dévoués que ce qu'Edgar lui prodigua. Jour et nuit, il veillait et endurait patiemment tous les tourments que peuvent infliger des nerfs irritables et une raison ébranlée. Bien que Kenneth fût observé que ce qu'il arrachait à la tombe ne récompenserait son dévouement qu'en devenant par la suite la source d'une constante anxiété. En fait, qu'il sacrifiait sa santé et ses forces pour conserver une simple ruine humaine, sa reconnaissance et sa joie ne connurent pas de bornes quand la vie de Catherine fut déclarée hors de danger. Il restait assis à côté d'elle pendant des heures, à épier le retour graduel de sa santé physique et à nourrir ses trop ardents espoirs de l'illusion que son esprit aussi retrouverait son juste équilibre, que, bientôt, elle redeviendrait tout à fait elle-même. Ce fut au début du mois de mars suivant qu'elle sortit pour la première fois de sa chambre. Mr. Linton avait mis le matin sur son oreiller une poignée de crocus dorés. Son regard, depuis longtemps déshabitué de tout objet gracieux, tomba sur eux quand elle s'éveilla. Elle parut ravie et les ramassa avec empressement. « À Hurlevent, ce sont les premières fleurs, » s'écria-t-elle. « Elles me rappellent les douces brises du dégel, les chauds rayons du soleil et la neige presque fondue. Edgar, le vent ne vient-il pas du sud? Et la neige n'a-t-elle pas à peu près complètement disparu? » « La neige a tout à fait disparu ici, ma chérie, » répondit son mari. « Et je ne vois que 2 taches blanches sur toute l'étendue de la lande. Le ciel est bleu, les alouettes chantent, et les ruisseaux coulent à plein bord. Catherine, au printemps dernier, à pareille époque, j'aspirais à vous avoir sous ce toit. Maintenant, je voudrais vous avoir à 1 mile ou 2 d'ici, sur ces collines. L'air y est si doux que je suis sûre qu'il vous guérirait. » « Je n'irai plus jamais là-bas, qu'une seule fois, » dit l'invalide. « Alors vous me quitterez, j'y resterai pour toujours. Au printemps prochain, vous aspirerez encore à m'avoir sous ce toit. Vous tournerez la vue en arrière, et vous songerez que vous étiez heureux aujourd'hui. » Linton lui prodigua les plus tendres caresses, et essaya de la réconforter par les paroles les plus affectueuses. Mais elle regardait distraitement les fleurs, laissant, sans y prendre garde, les larmes s'accumuler dans ses cils et ruisseler sur ses joues. Nous savions qu'elle était réellement mieux. En conséquence, nous jugeâmes que son abattement était dû en grande partie à sa longue réclusion dans un même endroit, et qu'un changement de milieu pourrait la soulager notablement. Mon maître me dit d'allumer le feu dans le petit salon déserté depuis plusieurs semaines et d'y installer une bergère au soleil près de la fenêtre. Puis il la descendit, et elle resta longtemps à jouir de la bienfaisante chaleur, ranimée, comme nous nous y attendions, par la vue des objets qui l'environnaient. Objets qui, bien que familiers, n'étaient pas associés aux lugubres souvenirs attachés à son odieuse chambre de malade. Vers le soir, elle parut très épuisée. Pourtant, aucun argument ne parvint à la persuader de retourner dans cette dernière pièce.
et je dus lui faire un lit sur le sofa du petit salon, en attendant qu'on ait pu lui installer une autre chambre. Pour lui épargner la fatigue de monter et de descendre l'escalier, nous préparâmes celle-ci où vous êtes à présent, au même étage que le petit salon. Et bientôt, elle fut assez forte pour aller de l'une à l'autre, appuyée au bras d'Edgar. « Ah, me disais-je, elle devrait se rétablir, soignée comme elle l'est. » Et il y avait une double raison de le souhaiter, car de son existence en dépendait une autre. Nous nourrissions l'espoir que dans peu de temps, la naissance d'un héritier réjouirait le cœur de Mr. Linton et soustrairait ses biens à la griffe d'un étranger. Je dois relater qu'Isabelle adressa à son frère, quelques 6 semaines après son départ, un court billet annonçant son mariage avec Heathcliff. Ce billet semblait sec et froid, mais à la fin était griffonné au crayon une confuse excuse et la prière d'un bon souvenir et d'une réconciliation, si sa conduite l'avait offensée. Elle ajoutait qu'elle n'avait pu agir autrement et que, maintenant que c'était fait, c'était irrémédiable. Linton ne lui répondit pas, je crois. Une quinzaine plus tard, je reçus une longue lettre qui me sembla étrange de la part d'une jeune mariée qui venait à peine de terminer sa lune de miel. Je vais vous la lire car je l'ai gardée. Toutes les reliques des morts sont précieuses quand on faisait cas d'eux de leurs vivants. Chère Hélène, je suis arrivée hier soir à Hurlevent et j'y ai appris pour la première fois que Catherine avait été et est encore très malade. Je suppose que je ne dois pas lui écrire et mon frère est trop fâché ou trop désolé pour répondre au billet que je lui ai envoyé. Pourtant, il faut que j'écrive à quelqu'un et je n'ai pas d'autre choix que de m'adresser à vous. Dites à Edgar que je donnerai tout au monde pour le revoir, que mon cœur est revenu à Thrushcross Grange 24 heures après que j'en fus partie, et qu'il y est en ce moment, plein de tendresse pour lui et pour Catherine. Je ne peux cependant l'y suivre, ces mots sont soulignés. Qu'ils ne m'attendent pas et qu'ils tirent de ma conduite les conclusions qu'ils voudront, pourvu toutefois qu'ils ne mettent rien au compte d'une faiblesse de volonté ou d'un manque d'affection. Le reste de cette lettre est pour vous seul. J'ai 2 questions à vous faire. La première est celle-ci. Comment êtes-vous arrivé à conserver la sociabilité qui est dans la nature humaine quand vous demeuriez ici? Je ne puis découvrir en moi aucun sentiment commun avec les êtres qui m'entourent. La deuxième question m'intéresse particulièrement. La voici. Mr. Heathcliff est-il un homme? Si oui, est-il fou? Sinon, est-ce un démon? Je ne vous dirai pas les raisons que j'ai de faire cette demande, mais je vous supplie de m'expliquer, si vous le pouvez, quel être j'ai épousé quand vous viendrez me voir. Et il faut que vous veniez, Hélène, très prochainement. N'écrivez pas, mais venez et apportez-moi quelque chose d'Edgar. Maintenant, il faut que je vous dise comment j'ai été reçue dans ma nouvelle demeure, car j'imagine que c'est ainsi que je dois considérer les hauts. C'est pour m'amuser que je m'arrête à des sujets tels que le manque de commodité matérielle. Ils n'ont jamais occupé ma pensée, sauf au moment précis où j'en souffre. Je rirais et danserais de joie si je découvrais que ces privations sont toutes mes misères, et que le reste n'est qu'un rêve fantastique. Le soleil se couchait derrière la grange quand nous débouchâmes sur la lande. Je jugeai par conséquent qu'il pouvait être 6 heures. Mon compagnon s'arrêta une demi-heure pour inspecter de son mieux le parc, les jardins et, probablement, la maison elle-même, de sorte qu'il faisait nuit quand nous mîmes pied à terre dans la cour pavée de la ferme.
Votre vieux camarade Joseph sortit pour nous recevoir à la lueur d'une chandelle, avec une courtoisie qui faisait honneur à sa réputation. Il commença par élever la lumière à hauteur de ma figure, loucha d'un air mauvais, avança la lèvre inférieure et fit demi-tour. Puis il prit les 2 chevaux et les conduisit à l'écurie. Il revint ensuite fermer la barrière extérieure, comme si nous vivions dans un château fort du temps jadis. Heathcliff s'arrêta pour lui parler et j'entrai dans la cuisine. Un trou noir et sale. Je crois que vous ne la reconnaîtriez pas, tant elle est changée depuis le temps où c'était votre domaine. Près du feu se tenait un enfant, à l'air canaille, fortement charpenté et malproprement vêtu. Il y avait dans ses yeux et dans sa bouche une expression qui rappelait Catherine. C'est le neveu par alliance d'Edgar, Me dis-je. le mien en quelque sorte. Il faut que je lui donne la main et... Oui, il faut que je l'embrasse. Il est bien d'établir la bonne entente dès le début. Je m'approchai et, essayant de prendre sa grosse patte, je lui dis « Comment vas-tu, mon chéri ?» Il me répondit dans un jargon que je ne comprenais pas. Je fis une nouvelle tentative pour poursuivre la conversation. « Serons-nous amis, toi et moi, Ayrton ?» Un juron et une menace de lâcher Throttler sur moi si je ne décampais pas furent le seul fruit de ma persévérance. « Hé, Throttler, mon gaillard !» murmura le petit drôle en faisant sortir du repère qu'il occupait dans un coin un bulldog, à demi sauvage. « Maintenant, veux-tu t'en aller ?» me demanda-t-il avec autorité. Le souci de ma sécurité m'obligea d'obéir. Je repassai le seuil pour attendre l'entrée des autres. Mr. Heathcliff était toujours invisible. Joseph, que je suivis à l'écurie et que je priai de m'accompagner dans la maison, me regarda d'un air stupide, marmotta entre ses dents, tordit son nez, et répondit « Doucement, doucement, doucement. Jamais chrétien a-t-il entendu quelque chose pareil. Vous mangez vos mots, vous les avalez. Comment que je pourrais en deviner ce que vous dites ?» « Je dis que je désire que vous veniez avec moi dans la maison, » criai-je, croyant qu'il était sourd et néanmoins très dégoûté de sa grossièreté. « Que nenni, j'ont quelque chose d'autre à faire, » répliqua-t-il. Et il continua son ouvrage, sans cesser de remuer ses joues creuses, en examinant, avec un mépris suprême, mon costume et ma mine, l'un beaucoup trop élégant, mais l'autre, j'en suis sûre, triste à souhait. Je fis le tour de la cour, franchis une petite barrière, et arrivai à une autre porte où je pris la liberté de frapper, dans l'espoir que quelque domestique un peu plus poli se montrerait. Au bout d'un moment, la porte fut ouverte par un homme de haute taille, maigre, sans cravate et d'ailleurs extrêmement mal tenu. Ses traits étaient noyés dans une masse de cheveux hirsutes qui lui pendaient sur les épaules. Et ses yeux, eux aussi, ressemblaient à ceux du fantôme de Catherine, dont toute la beauté serait anéantie. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-il d'un ton farouche. « Qui êtes-vous ?»« Mon nom est Isabelle Linton, » répondis-je. « Vous m'avez déjà vu, monsieur. J'ai épousé récemment Mr. Heathcliff et il m'a amené ici. Avec votre agrément, je suppose. » « Il est revenu, alors ?» interrogea l'ermite, en lançant des regards de loup affamé. « Oui, nous venons d'arriver, mais il m'a laissé à la porte de la cuisine. Quand j'ai voulu entrer, votre petit garçon s'est mis à faire la sentinelle en faction et, avec l'aide d'un bulldog, m'a fait reculer tout effrayé. »
Le damné coquin a bien fait de tenir sa parole, grommela mon futur hôte, en scrutant les ténèbres derrière moi pour y découvrir Heathcliff. Puis il se livra à un soliloque d'imprécations et de menaces sur ce qu'il aurait fait si le démon l'avait trompé. Je me repentais d'avoir essayé cette seconde entrée, et j'avais envie de m'échapper avant qu'il eût terminé ses malédictions. Mais je n'avais pas encore pu mettre ce projet à exécution, qu'il m'ordonna d'entrer, ferma et reverrouilla la porte. Il y avait un grand feu, et c'était la seule lumière dans la vaste pièce dont le sol avait pris une teinte uniformément grise. Les plats d'étain, autrefois si brillants, qui attiraient mon regard quand j'étais petite fille, avaient la même nuance sombre due à la saleté et à la poussière. Je demandai si je pouvais appeler la servante et me faire conduire à une chambre à coucher. Mr. Earnshaw ne daigna pas me répondre. Il arpentait la salle, les mains dans les poches, paraissant avoir tout à fait oublié ma présence. Je le voyais si profondément absorbé, et son aspect général était empreint d'une telle misanthropie que je n'osais le déranger en renouvelant ma question. Vous ne serez pas surprise, Hélène, que je me sois sentie particulièrement abattue, assise à ce foyer inhospitalier, dans une compagnie pire que la solitude, et songeant qu'à 4 miles de là était ma charmante demeure, où se trouvaient les seuls êtres que j'aime sur la terre. L'Atlantique ne nous aurait pas mieux séparés que ces 4 miles. Je ne pouvais les franchir. Je me demandais vers qui me tourner pour trouver un réconfort. Puis, ayez soin de n'en rien dire à Edgar ni à Catherine. Un autre chagrin dominait toutes mes peines du moment. Le désespoir de ne trouver personne qui pût ou voulût être mon allié contre Heathcliff. J'avais cherché presque avec joie un refuge à Hurlevent, parce qu'ainsi j'étais dispensée de vivre seule avec lui. Mais il connaissait les gens chez qui nous venions, il ne craignait pas leur intervention. Je restai longtemps assise à méditer tristement. L'horloge sonna 8 heures, puis 9 heures. Mon compagnon continuait à marcher de long en large, la tête inclinée sur la poitrine, dans le plus complet mutisme, sauf les grognements, les violentes exclamations qui s'échappaient de temps à autre de ses lèvres. J'écoutais, dans l'espoir de découvrir une voix de femme dans la maison, et me laissais assaillir, en attendant, par de cruels regrets et de lugubres prévisions qui, à la fin, m'arrachèrent des soupirs et des pleurs que je ne pus réprimer. Je ne m'aperçus que ma douleur était si manifeste que quand Earnshaw, dans sa lente promenade, s'arrêta en face de moi et me jeta un regard de surprise. Profitant de l'attention qu'il m'accordait à nouveau, je m'écriai: « Je suis fatiguée de mon voyage et voudrais aller me coucher. Où est la servante? Conduisez-moi à elle puisqu'elle ne vient pas. » « Il n'y en a pas. Il faudra que vous fassiez votre service vous-même. » « Où dois-je me coucher alors ?» sanglotai-je. J'avais perdu tout amour-propre, accablée que j'étais de fatigue et de misère. « Joseph vous montrera la chambre de Heathcliff. Ouvrez cette porte, il est là. » J'allais obéir, mais il m'arrêta tout à coup et ajouta, sur le ton le plus singulier: « Ayez l'obligeance de tourner votre clé et de tirer votre verrou. N'y manquez pas. » « Bien, dis-je. Mais pourquoi, Mr. Earnshaw ? » Je n'aimais pas beaucoup l'idée de m'enfermer volontairement avec Heathcliff. « Regardez, » répondit-il en tirant de son gilet un pistolet de fabrication curieuse, avec
un couteau à ressort à 2 tranchants fixé au canon. Voilà une grande tentation pour un homme au désespoir, n'est-il pas vrai? Je ne puis m'empêcher de monter toutes les nuits avec cette arme et d'essayer d'entrer chez lui. Si jamais je trouve sa porte ouverte, il est perdu. Je n'y manque pas une fois, même si 1 minute avant je me suis remémoré 1000 raisons qui devraient me retenir. Il faut que ce soit quelque démon qui me pousse à déjouer mes propres desseins en le tuant. Combattez ce démon pour l'amour de lui, aussi longtemps que vous pourrez. Quand l'heure sera venue, tous les anges du ciel ne le sauveraient pas. Je considérai l'arme avec attention. Une idée affreuse me frappa. Quelle ne serait pas ma puissance si je possédais un semblable instrument? Je le lui pris des mains et touchai la lame. Il parut surpris de l'expression qui passa sur mon visage pendant une brève seconde. Ce n'était pas de l'horreur, c'était de la convoitise. Il m'arracha le pistolet jalousement, ferma le couteau et replaça le tout dans la poche où il était caché. « Il m'est indifférent que vous le lui disiez, » reprit-il. « Mettez-le sur ses gardes et veillez sur lui. Je vois que vous savez en quels termes nous sommes. Le danger qu'il court ne vous étonne pas. » « Que vous a fait Heathcliff ?» demandai-je. « Quel sort a-t-il eu envers vous qui justifie cette haine effrayante? Ne serait-il pas plus sage de le prier de quitter la maison ?»« Non, » donna Earnshaw. « S'il fait mine de partir, c'est un homme mort. Persuadez-le d'essayer, et vous commettrez un meurtre. Faut-il que je perde tout, sans aucune chance de rien regagner? Faut-il que Ayrton soit un mendiant? Oh, damnation! Je veux reprendre mon bien, et je veux avoir son or aussi, et puis son sang, et l'enfer aura son âme. Il sera 10 fois plus noir avec cette hôte-là qu'il ne l'a jamais été. » Vous m'avez mise au courant, Hélène, des manières de votre ancien maître. Il est évidemment au bord de la folie. Du moins y était-il la nuit dernière. Je frissonnais de me sentir près de lui, et je pensais qu'en comparaison la grossièreté morose du domestique était agréable. Il reprit sa marche pensive, je soulevai le loquet et m'échappai dans la cuisine. Joseph était penché sur le feu, surveillant une grande marmite qui se balançait au-dessus de l'âtre. Un bol de bois plein de gruaux d'avoine était posé sur le banc à côté. Le contenu de la marmite commençait à bouillir, et Joseph se tourna pour plonger la main dans le bol. Je conjecturai que ces préparatifs devaient être destinés à notre souper, et, comme j'avais faim, je décidai qu'il fallait que le plat fût mangeable. Aussitôt, criant sur un ton aigu, « Je vais faire le porridge !» Je plaçai le récipient hors de son atteinte et, tout en retirant mon chapeau et mon amazone, je poursuivais. « Mr. Earnshaw m'a annoncé que j'aurais à me servir moi-même. Je vais m'y mettre. Je n'ai pas l'intention de faire la dame parmi vous, car je craindrais de mourir de faim. »« Bon Dieu !» murmura-t-il en s'asseyant et en passant la main sur ses bas à côte depuis le genou jusqu'à la cheville. « S'il faut que je recevions de nouveaux ordres, juste quand c'est que je viens de m'habituer à 2 mètres, s'il faut que j'ayons une maîtresse sur le dos, les grands temps que je disparaissions. Je ne pensions point avoir jamais le jour qu'il me faudrait quitter la vieille maison, mais je croyons qu'il est ben proche. »
Je ne pris pas garde à ces lamentations. Je me mis vivement à l'œuvre, en soupirant au souvenir de l'époque où tout cela n'aurait été qu'une joyeuse plaisanterie. Mais je fus bien vite forcé de chasser cette réminiscence. L'image de mon bonheur passé me torturait. Et plus je redoutais d'en évoquer l'apparition, plus vite tournait la spatule, et plus vite les poignées de farine tombaient dans l'eau. Joseph contemplait ma manière de faire la cuisine avec une indignation croissante. « V'là !» s'écria-t-il. « Ayrton n'aura point de porridge ce soir. Ce ne seront rien que des boulettes aussi grosses que mon poing. C'est ça. Je jetterions dans le bol et tout le reste si j'étions de vous. Allons, tirez l'écume et ça y sera. Pan, pan, c'est une bénédiction que le fond soit point crevé. » C'était certainement un mets assez grossier, je l'avoue, quand il fut versé dans les assiettes. Il y en avait 4 préparés, et l'on avait apporté de la laiterie un pot de lait frais, dont Ayrton se saisit. Il se mit à boire, en répandant la moitié. Je protestai, et voulus qu'il versât son lait dans sa tasse. Je déclarai que je ne pourrais pas goûter à un liquide aussi malproprement manipulé. Le vieux cynique jugea bon de se montrer très scandalisé de ce raffinement. Il m'assura à plusieurs reprises que le gamin, il me valait bien, et qu'il fallait aussi sain comme moi, et qu'il était aussi sain comme moi. C'est étonnant que je puisse être si infatué de ma personne. Pendant ce temps, le jeune vaurien continuait de téter et me regardait d'un air de défi tout en bavant dans le pot. « Je prendrai mon souper dans une autre pièce, déclarai-je. N'avez-vous pas un endroit que vous appelez le petit salon ? Petit salon, répéta-t-il en ricanant. Petit salon. Non, nous n'avons point de petit salon. Si notre compagnie ne vous plaît point, il y a celle du maître. Et si c'est que vous n'aimez point celle du maître, il y a la nôtre. Alors, je vais monter. Montrez-moi une chambre. Je mis mon assiette sur un plateau et allai moi-même chercher encore un peu de lait. Le vieux drôle se leva en grognant beaucoup et me précéda dans l'escalier. Nous montâmes jusqu'au grenier. Il ouvrait une porte de temps à autre et regardait dans les pièces devant lesquelles nous passions. « V'là une chambre », dit-il enfin en faisant tourner sur ses gonds une planche branlante. « Eh ben, assez bonne pour y manger un peu de porridge. Il y a un tas de grains dans le coin là qui est gentiment propre. Si vous avez peur de salir votre belle robe de soie, étendez votre mouchoir dessus. » La chambre était une espèce de débarras qui empoisonnait le malt et le grain. Différents sacs pleins de ces denrées étaient empilés tout autour, laissant un large espace libre au milieu. « Voyons, » m'écriai-je en le regardant d'un air furieux. « Ce n'est pas là un endroit pour passer la nuit. Je désire voir ma chambre à coucher. » « Chambre à coucher ?» répéta-t-il sur un ton moqueur. « Vous avez vu toutes les chambres à coucher qu'il y a ici ? Voilà la mienne. » Il me désigna un second galetas qui ne différait du premier que parce que les murs y étaient plus nus et qu'il s'y trouvait un grand lit bas, sans rideau, avec un couvre-pied indigo à un bout. « Qu'ai-je à faire de la vôtre ? » répliquai-je. « Je suppose que Mr. Heathcliff ne loge pas sous les toits, n'est-ce pas ? » « Oh, c'est la chambre de Monsieur Heathcliff que vous désirez ?» s'écria-t-il comme s'il faisait une découverte. « Vous pouviez donc point le dire tout drette. Je vous aurais expliqué sans me donner tant de peine que c'est tout justement la seule que vous ne puissiez point voir. Il la tient toujours fermée à clé, et personne n'y entre jamais que lui. » « Voilà une jolie maison, Joseph, » ne pus-je m'empêcher d'observer, « et d'agréables habitants.
Je crois que l'essence concentrée de toute la folie qu'il y a dans le monde s'est logée dans ma cervelle le jour que j'ai lié mon sort au leur. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la question pour le moment. Il y a d'autres chambres. Pour l'amour du ciel, dépêchez-vous et laissez-moi m'installer quelque part. Il ne répondit pas à cette adjuration. Il se borna à redescendre péniblement et d'un air bourru les degrés de bois et à s'arrêter devant une pièce qu'à la qualité supérieure de son ameublement je jugeais devoir être la meilleure de la maison. Il y avait un tapis, un bon tapis, mais le dessin en était caché sous une couche de poussière. Une cheminée tendue de papier tailladé qui tombait en lambeaux, un beau lit de chêne, avec de grands rideaux rouges d'une étoffe d'un certain prix, de fabrication moderne, mais qui avait manifestement été mis à rude épreuve. Les bandes du haut, arrachées de leurs anneaux, pendaient en festonnant, et la tige de fer qui les supportait était courbée en arc d'un côté, laissant la draperie traîner sur le plancher. Les chaises aussi étaient endommagées, beaucoup d'entre elles sérieusement. De profondes entailles dégradaient les panneaux des murs. J'essayais de me décider à entrer dans cette pièce et à en prendre possession, quand mon imbécile de guide annonça « C'est ici la chambre du maître ». Pendant ce temps, mon souper était refroidi, mon appétit enfui et ma patience épuisée. J'insistais pour avoir sur le champ un lieu de refuge et les moyens de me reposer. « Mais où diable ?» commença le religieux vieillard. « Le Seigneur nous bénisse, le Seigneur nous pardonne. Où diable c'est-il que vous voulez aller? Vous êtes lassante à la fin des fins. Vous avez tout vu excepté le petit bout de chambre de Ayrton. Il n'y en a plus d'autres dans la maison. » J'étais si irritée que je lançai à terre mon plateau avec tout ce qui était dessus. Puis je m'assis sur le haut de l'escalier, me cachai le visage dans les mains et pleurai. « Ah, ah !» s'écria Joseph. « Ben fait, Miss Cathy, ben fait, Miss Cathy. Eh ben, le maître, il va trébucher dans cette vaisselle cassée. Et alors nous entendrons quelque chose. Nous verrons ce qui se passera. Que stupide folie. Vous mériteriez d'être en pénitence jusqu'à la Noël, pour jeter ainsi à vos pieds les précieux dons de Dieu dans vos rages insensées. Mais je me trompions fort. On vous ne montrerait point cette énergie là longtemps. Pensez-vous que Heathcliff va supporter ces jolies manières? Je voudrions qu'il vous y prenne à ce petit jeu-là. Ouais, je le voudrions. » Là-dessus, il redescendit à sa tanière en grognant et emporta la chandelle avec lui. Je restai dans l'obscurité. La réflexion qui succéda à ma sotte action me força de reconnaître la nécessité de faire taire mon orgueil, d'étouffer ma colère et de me hâter d'en faire disparaître les traces. Une aide inattendue se présenta tout à coup, sous forme de Throttler, que je reconnus maintenant pour le fils de notre vieux Skulker. Il avait passé ses premiers mois à la Grange et avait été donné par mon père à Mr. Hindley. Je crois qu'il me reconnut aussi. Il frotta son nez contre le mien en manière de salut, puis se hâta de dévorer le porridge, pendant que je tâtonnais de marche en marche, ramassant les débris de faïence et essuyant les éclaboussures de lait sur la rampe avec mon mouchoir. Nos travaux étaient à peine terminés que j'entendis le pas d'Earnshaw dans le corridor. Mon aide baissa la queue et se colla contre le mur. Je me glissai dans l'encoignure de la porte la plus proche. Les efforts du chien pour éviter son maître n'eurent pas de succès, comme me l'apprirent un bruit de pas précipité et un hurlement prolongé et pitoyable. J'eus plus de chance. Il passa, entra dans sa chambre et ferma la porte. Aussitôt après, Joseph monta avec Ayrton pour le mettre au lit. J'avais trouvé un refuge dans la chambre de Ayrton et
Le vieillard, en me voyant, dit: Il y a de la place pour vous et votre orgueil à présent, que je pensions dans la salle. Elle est vide. Vous pouvez l'avoir tout entière à vous. Il y a celui qui est toujours là entière, et en ben mauvaise compagnie. Je profitai avec empressement de la vie, et, à l'instant même où je me jetai sur une chaise près du feu, ma tête s'inclina, et je m'endormis. Mon sommeil fut profond et doux, mais il prit fin beaucoup trop tôt. Mr. Heathcliff me réveilla. Il venait de rentrer et me demandait de sa manière charmante ce que je faisais là. Je lui expliquai que si j'étais encore debout si tard, c'est qu'il avait la clé de notre chambre dans sa poche. L'adjectif nôtre l'offensa mortellement. Il jura que sa chambre n'était pas et ne serait jamais la mienne, et qu'il... Mais je ne veux pas reproduire son langage, ni décrire sa conduite habituelle. Il est ingénieux et inlassable quand il s'agit de s'attirer mon horreur. L'étonnement qu'il me cause parfois est tel que ma frayeur en est étouffée. Pourtant, je vous assure, un tigre ou un serpent venimeux ne pourrait m'inspirer une terreur égale à celle qu'il fait naître en moi. Il me mit au courant de la maladie de Catherine, accusa mon frère d'en être cause, et me promit qu'il me ferait souffrir à la place d'Edgar, jusqu'à ce qu'il puisse mettre la main sur lui. Je le hais. Je suis bien misérable. J'ai été folle. Gardez-vous de souffler mot de tout cela à Lagrange. Je vous attendrai chaque jour. Ne trompez pas mon attente. Isabelle. Fin du chapitre 13.